Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, fondation qui vient d'ailleurs de publier la 4e édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Avec nous également en plateau Laurent Vronsky, directeur général de la société Hervor et secrétaire général de Croissance Plus, qui est donc un réseau français d'entrepreneurs. Bonjour. Bonjour madame. Et en plateau également Lucas Chancel, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Bonjour. Les inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le monde. C'est l'avertissement lancé depuis Davos par la directrice générale d'Oxfam. Selon l'ONG, la concentration des richesses s'est accentuée en 2018. Le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008 et 26 personnes ont désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Avant de lancer le débat en plateau, nous prenons la direction de Davos pour retrouver notre envoyée spéciale, Karina Chabour. Bonjour Karina, comment ont réagi les participants au Forum économique de Davos au rapport d'Oxfam ? Écoutez, les réponses ont été mesurées et en ordre dispersé, à commencer par celle de la vice-présidente de Google qui est favorable à une réponse au niveau global dans le cadre de l'OCDE de taxer les géants du numérique. Vous savez que c'est un processus très lent, très complexe, même si le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique a estimé hier qu'un accord devrait être trouvé l'an prochain. La vice-présidente de Google, en revanche, elle s'oppose aux initiatives nationales menées notamment au Royaume-Uni, en Espagne ou encore en France et qui ont été défendues ici même par Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui a défendu sa taxe Google, sa taxe GAFA sur le chiffre d'affaires de ces géants du numérique, estimant qu'il s'agissait d'une mesure de justice et d'urgence fiscale à prendre en compte évidemment dans le contexte des Gilets jaunes, même si cette mesure finalement ne rapporterait que 500 millions d'euros par an. Un ministre de l'économie français qui en revanche s'est opposé à la réintroduction de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Et c'est vrai que taxer davantage les plus riches divise à Davos, où beaucoup ici considèrent que cela freinerait l'initiative, empêcherait l'émergence de talents tels que par exemple Jeff Bezos. Et on préfère plutôt lutter contre l'optimisation fiscale. Vous savez, ces pratiques des multinationales qui permettent de réduire leurs impôts. Et puis on met aussi en avant l'éducation, la formation à Davos. On estime que c'est le meilleur moyen de s'adapter à un marché du travail mouvant, meilleur moyen de rebondir, de retrouver un travail lorsque l'on occupe un emploi précaire ou menacé d'être remplacé par des robots. Merci Karina pour ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure. Lucas Chancel, vous êtes ici un peu notre spécialiste inégalité en plateau. Un mot tout d'abord, peut-être rapidement sur la méthodologie de l'enquête, de l'étude Oxfam, puisque ça revient dans le débat. Comment arrive-t-on à ces chiffres qui montrent cette progression des inégalités ? Et puis vous-même aussi, à travers vos études, est-ce que vous le constatez ? Alors, donc, la méthodologie du rapport Oxfam, c'est de regarder notamment les grandes fortunes, les grands patrimoines tels que mesurés par l'enquête Forbes. Et ensuite, Oxfam utilise une autre source de données pour comparer ça au patrimoine de la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et ensuite, il s'agit de comparer les deux. Alors, les résultats, on peut avoir des accords finalement un peu légers avec cette méthodologie, mais les résultats de fond, les tendances lourdes qui sont un niveau extrême d'inégalité de patrimoine et une augmentation de ces inégalités. Et finalement, il y a eu une baisse de ces inégalités avec la crise économique, mais on est aujourd'hui revenu à un niveau qui est plus important qu'avant la crise. Tout ça, c'est extrêmement bien établi et différentes communautés de chercheurs vont à peu près tous être d'accord là-dessus. Maintenant, sur ce que ça veut dire, tout ça, sur ce que dit Christine Lagarde, sur le fait que les inégalités sont hors de contrôle, eh bien, elles sont hors de contrôle parce qu'on les a laissées devenir hors de contrôle. Et c'est extrêmement intéressant de voir les réponses politiques. Alors, ce que je citais juste pour préciser, c'était la directrice générale d'Oxfam qui d'Oxfam, excusez-moi. Donc, on a laissé ces inégalités hors de contrôle. Et comment est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, c'est notamment en racontant le type de réponse qu'on entend à Oxfam, qui est de dire il faut investir dans l'éducation pour réduire les inégalités. Mais est-ce qu'on pense vraiment qu'aujourd'hui, en investissant davantage dans l'éducation, dans la formation, on va empêcher que dans le futur, il y ait des patrimoines de 1000 milliards ou de 100 milliards d'euros qui se créent ? C'est important d'investir dans l'éducation, c'est essentiel, mais ça ne peut pas suffire. Il faut des réponses fiscales, notamment sur la taxation des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines. Le débat est en train de monter aux États-Unis, au sein des démocrates. On voit qu'en France, on fait à peu près l'inverse. C'est-à-dire qu'on supprime l'impôt sur les hautes fortunes, on réduit l'impôt sur les revenus du capital.
Alors que, il faudrait revenir dessus, selon vous. Il me semble que le moment historique aujourd'hui n'est pas à une réduction des taux de taxation sur les plus aisés si vraiment on a envie de prendre ce problème à bras-le-corps. Laurent Vronsky, Oxfam souligne qu'après les États-Unis, la France est aussi le pays qui a connu la plus forte progression du nombre de millionnaires en 2018. Est-ce que dans ce contexte-là, vous comprenez ce que dit Lucas Chancel et ce que disent une majorité de Français concernant l'ISF? Plus des trois quarts des Français se disent favorables au rétablissement de cet impôt de solidarité sur la fortune. Faut-il aller jusque-là? Moi, ce qui me préoccupe et ce qui me paraît important, c'est pas de se crisper sur des totems, mais c'est surtout, si vous voulez, les écarts importants qui peuvent exister. Parce que l'histoire contemporaine a prouvé que quand vous avez justement une bipolarité au niveau de l'accumulation de richesses, généralement, c'est générateur de crises et de crises très graves. Je veux dire qu'on a vu ce qui s'est passé en Europe pendant les années 20 et pendant les années 30. Ça a juste créé le conflit mondial le plus meurtrier, avec 50 millions de morts. Donc, moi, je n'ai pas la réponse, parce que je ne suis pas politique. Moi, je fais partie des gens qui créent des richesses. Par contre, je sais par expérience que quand la disparité est trop importante, on a des problèmes au bout de la route. Et pour vous, quelles seraient les solutions? Plus d'impôts? Écoutez, je vais vous dire, déjà la solution, c'est de pouvoir, l'amortisseur social le plus efficace, c'est d'avoir une classe moyenne qui est conséquente. Dès que vous avez une classe moyenne qui disparaît ou qui est menacée, généralement, vous avez des troubles politiques. Et aujourd'hui, ce que l'on voit dans beaucoup de pays occidentaux, c'est que cette classe moyenne est en train de réduire. Donc pour moi, effectivement, il y a des lumières rouges qui s'allument sur le tableau de bord. Donc il y a un problème de partage des richesses lié à cette diminution de la classe moyenne. On fait comment? Écoutez, si j'avais la réponse magique à sortir de mon chapeau, par contre, je pense que ce qui me dérange surtout par rapport à ce genre de questions, auxquelles, à mon avis, personne n'a la réponse miracle, c'est que souvent, si vous voulez, plutôt que d'avoir une réponse pragmatique ou économique, on a un débat politique et très dogmatique. Donc moi, je n'ai pas... Dans quel sens dogmatique? Je veux dire que, si vous voulez, l'idée, c'est d'arriver à une création de richesse qui soit... plus uniformément répartis et de pouvoir, si vous voulez... Mais proportionnellement, aujourd'hui, les plus riches et les entreprises aussi les plus grandes payent proportionnellement moins d'impôts que les personnes les plus pauvres et les petites entreprises. Donc, on répartit mieux les impôts. Comment on fait? Non, mais là, vous voulez me faire dire une réponse. Donc, si vous voulez... Non, je vous pose une question partant d'un constat. Je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas la réponse à votre question. Aujourd'hui, je suis dans une position où, si vous voulez, je peux que constater. Par exemple, on a parlé des GAFA. Moi, je suis chef d'entreprise. Je peux vous dire que là, clairement, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc. C'est un vrai scandale. Je veux dire que vous avez des entreprises qui sont capables de faire jouer l'optimisation fiscale, mais par exemple... Il faut mieux les taxer. Mais par exemple, j'en termine, en zone Europe, et ça pose la question de l'Europe fiscale. On va en parler justement avec vous, Pascal Johannin. Est-ce que la lutte contre ces inégalités croissantes passe aussi par une meilleure lutte contre l'évasion fiscale au niveau européen, au niveau de l'Union européenne? Ah, certainement, oui. C'est d'ailleurs, il y a eu et il y a encore au Parlement européen des commissions spéciales. Il y a des commissions permanentes et il y a des commissions spéciales. C'est la troisième sur justement ce qu'on appelle la lutte contre l'évasion fiscale. Tout simplement parce que la fiscalité n'est pas un domaine de compétence européen, il faut le savoir. Non pas parce que l'Europe ne veut pas s'en charger, mais parce que les États membres ont gardé cette prérogative par devers eux. Ils estiment en effet qu'on a harmonisé les taux de TVA, on les a mis dans un couloir pour éviter d'avoir trop de convergence, mais chaque État est libre de fixer le taux à laquelle il taxe en effet les sociétés ou le revenu, etc. Excusez-moi, la conséquence, c'est une concurrence fiscale du coup entre les États, c'est ce qui nous empêche d'avancer? Alors, il faudrait peut-être en effet mettre davantage dans le pot commun pour qu'en effet la Commission soit capable de faire des choses de manière de plus grande ampleur. Mais cette prise de conscience a déjà été faite. Donc maintenant, il faut aller plus loin. C'est une question de volonté politique, puisque là, en effet, ça veut dire que ce sont les États membres qui disent on va mettre un peu plus de fiscalité dans le pot commun européen pour l'avoir un peu moins sur le plan national. Justement, Lucas Chancel, vous soutenez cette idée de mettre davantage dans le pot commun européen? Absolument. Cela dit, maintenant, il ne faut pas se dire qu'il faut attendre que tout le monde soit d'accord pour avancer, parce qu'on voit bien que c'est un peu la réponse de Google, de dire non mais finalement, on n'avancera que quand toute l'OCDE sera d'accord. La nouveauté là, récente, c'est quand même que la France et d'autres pays décident d'avancer unilatéralement. Et ensuite, avec une idée que ça va permettre une logique d'entraînement et d'autres pays vont rejoindre. Et c'est exactement comme ça qu'il faut avancer aujourd'hui. Sinon, on sera encore là dans 20 ans à discuter de comment est-ce qu'on met en place de vraies politiques pour lutter contre l'évasion fiscale. On peut le faire aujourd'hui au niveau national. C'est un peu technique. Il s'agit de modifier la règle de taxation des profits des GAFA.
Mais aujourd'hui, la France a commencé à faire ça. On nous disait au niveau français, il y a 6 mois, que ce n'était pas possible. Il fallait absolument avoir l'accord des autres pays européens. On voit finalement, on peut avancer tout seul, mais on peut même aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les géants du numérique qui sont taxés. Mais par exemple, ça nous fait oublier Starbucks. C'est pas risqué d'avancer seul, c'est-à-dire certains pays le disent au niveau européen. Est-ce qu'on ne craint pas que les capitaux, les entreprises n'aillent ailleurs où il y a moins d'impôts au niveau européen? Il y a un malentendu ici, puisque en fait, ce que ces grands groupes cherchent sur le territoire français, ce sont des consommateurs. Et on peut délocaliser les profits dans les règles actuelles du jeu, mais on ne peut pas délocaliser les consommateurs. Les consommateurs français ne vont pas aller aux Bermudes demain si on met un taux de taxation nouveau sur les profits des multinationales. Donc c'est ça la nouveauté, c'est ça qui nous permet d'avancer aujourd'hui unilatéralement et on espère demain au niveau européen. Mais il ne faut surtout pas attendre que les 27 États ou les 28 soient d'accord pour avancer. C'est comment éviter l'optimisation fiscale justement face à ces nouvelles règles qui vont être en place? Ces nouvelles règles permettent justement d'éviter l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'au lieu de déclarer un chiffre, des bénéfices qui sont de zéro en France, comme le fait Starbucks ou quasiment ou Google, on déclare des bénéfices qui correspondent davantage à l'activité réelle sur le territoire national. Et aujourd'hui, du fait des règles de calcul qui peuvent être modifiées, les règles de calcul actuelles permettent à ces entreprises de déclarer zéro bénéfice et donc zéro taxation. Pascal, Johanna, au niveau européen, on pourrait se diriger, selon vous, vers une taxe sur les géants du numérique bientôt, après plusieurs pays qui iraient dans ce sens-là? C'est déjà en cours. Il n'y a pas que la France. La France a lancé l'initiative, mais aujourd'hui, il y a une majorité d'États membres. Alors, le problème... Plusieurs États, pour le moment, excusez-moi, sont contre, notamment l'Allemagne, qui craint des mesures de rétorsion de la part des Américains sur son secteur automobile. Il y a l'Allemagne, mais c'est pas le plus virulent. Simplement, aujourd'hui, dans les règles qui sont celles que l'Union européenne a pour fonctionner, la fiscalité requiert l'unanimité. Donc, si on veut en effet une règle européenne, il faut qu'en effet les 28 États membres qui sont aujourd'hui autour de la table le font. Alors, en effet, il y a le Danemark, la Suède et l'Irlande aussi, qui ne sont pas avec l'Allemagne en faveur de... Mais les autres le sont. Donc, et c'est pour ça que Pierre Moscovici, le commissaire chargé de la fiscalité au niveau européen, a proposé qu'on change la règle. Alors, est-ce que ça sera adopté? Parce que ça pourra avancer, en effet, dans une sorte de coopération à quelques-uns, comme on l'a fait sur d'autres projets comme l'euro, etc. Oui. Si, en effet, les États membres acceptent qu'en effet, ça ne soit plus la règle de l'unanimité qui soit à la base de la politique fiscale. Merci Pascal. Johannin, c'est donc la fin de cette première partie de la semaine de l'Écho. Je remercie Lucas Chancel d'y avoir participé. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous.